C'est le 19 janvier dernier que Fadi Daguerre, le nouveau chef de police de la ville de Montréal, a pris ses fonctions. Il a accepté de nous parler aujourd'hui, non pas dans le cadre d'un bilan de son premier semestre à la tête du service de police, mais plus particulièrement pour parler du rapport que lui a remis un groupe d'experts, un rapport qui porte sur le profilage racial et les interpellations policières. Monsieur Fadi Daguerre, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 22 juin dernier, il y a quelques jours, quelques semaines, vous receviez le second rapport sur les interpellations et le profilage racial. Un rapport pas très reluisant à l'égard du SPVM. Avant de vous recevoir, j'ai parlé à quelques personnes de sources qui m'ont dit « Oh, derrière cette bonhomie, ce sourire affable et tout, se cache quand même quelqu'un de très franc, de très direct, qui peut même être cassant. » Donc, moi, je vais essayer d'être franc, direct, mais pas cassant. Okay. Pas cassant, je m'adresse quand même au chef de police de la ville de Montréal. Pas cassant du tout, non, mais franc et direct. Et je pense que c'est la meilleure chose. Commencer justement par cette question. Avons-nous un problème avec notre police ou alors le SPVM a-t-il un problème avec nous? Et quand je dis nous, je pense aux autochtones. 6 fois plus de chances de se faire interpeller. Je pense aux Noirs. 3,5. Ouais. Je pense aux Arabes. 2,5 à peu près. Latinos, 1,6. Mais je pense que la question est pertinente et en même temps, il faut la... Et je ne veux pas du tout... me mettre à l'abri de la société québécoise, mais un service de police représente la société québécoise. Et lorsque je parle de racisme systémique, la police n'est pas épargnée là-dedans. La grande différence, par contre, et c'est ça que j'essaye d'expliquer à mes troupes, c'est que comme policier, en uniforme et avec des pouvoirs extraordinaires, tu ne peux pas te permettre d'avoir des comportements discriminatoires, des comportements avec des préjugés conscients ou inconscients. Tu ne peux pas te le permettre. Maintenant, est-ce qu'on a un problème avec nos policiers de Montréal sur l'aspect du racisme envers les Noirs, les Autochtones? Franchement, profondément, je ne pense pas. Mais, est-ce qu'il y a du profilage racial? Est-ce qu'il y a des comportements discriminatoires? Oui, il y en a. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, et ça c'est important que les gens qui nous écoutent comprennent, à chaque fois que, ça fait 33 ans que je suis policier, à chaque fois j'ai pris des policiers qui avaient des comportements inappropriés et je les ai fait baigner dans la communauté noire, autochtone ou arabe. Ces personnes-là sortent avec une autre réalité, comprennent, saisissent les codes, et à ce moment-là, ils en font moins et beaucoup moins de profilage. Je donne un exemple, Fadi Daguerre. Dans les années 90, j'étais enquêteur, anti-gang, gang de rue. Et ce qu'on m'a enseigné, c'est qu'un noir, dans un Hammer, avec un look hip-hop, puis avec des dents en or, et qui écoute du rap, c'est sûr c'est une gang de rue. Et moi-même, chef de police, je les ai interpellés ou interceptés quotidiennement, pensant vraiment que j'avais quelqu'un devant moi qui était un chef de gang de rue. Pour m'apercevoir que finalement, j'allais à la pêche au lieu d'aller à la chasse. J'allais sur le look au lieu d'aller sur le comportement. Au moment où j'ai été saisi, où des gars du milieu m'ont dit « Mais Fadi, de quoi tu parles? Tu m'interceptes tout le temps et pourtant, j'ai rien fait. Mais c'est le blanc à côté qui passe avec la Honda Accord et qui a 15 kilos de cocaïne dans le coffre. C'est lui que tu n'as rien vu parce qu'il ne coïncide pas à tes critères. » Quand j'ai saisi ça, là, j'ai compris. Puis là, j'ai arrêté de le faire. Puis finalement, j'ai été victime de profilage après le 11 septembre, parce que je suis né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, puis j'ai grandi et je suis d'origine libanaise. Maintenant, pour répondre à la question, je pense que la société a un problème, la police aussi, au niveau du profilage racial. Et quand j'ai reçu le rapport,
Je l'ai accepté avec humilité et ouverture. Puis c'est drôle parce que les gens disent, j'accepte pas la recommandation. On va y venir. Oui, oui. On va y venir. Non, on va y venir. Là, il y a quelque chose que vous venez de dire. On vous a enseigné. Oui. Donc, on voit la culture. Oui. Et c'est une culture qui perdure à travers le temps. Oui. Est-ce que vous avez espoir, avant qu'on ne rentre dans les détails, est-ce que vous avez espoir que ça va changer? Parce que vous, à titre personnel, vous vivez quelque chose et là, vous vous dites, ah, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais tous les agents de police ne vivent pas la même expérience. Ben, ça dépend comment on le voit. Donnez un exemple, OK? C'est pas pour rien que je suis en train d'instaurer un changement de culture et non pas un changement de structure. Beaucoup de... Vous faites la différence vraiment entre les deux. Hein? Oui. C'est le jour et la nuit. Okay. Beaucoup d'organisations policières ou des grandes organisations, j'ai quand même 6500, 6800 employés, beaucoup font des changements de structure. Tape à l'œil. Ah, on se rapproche de la communauté, on change la structure. Mais la culture, qui y touche? Presque personne. Ça fait trop peur. Parce que toucher à la culture, c'est profond. Là, on s'assoit face à face, on se dit les vraies choses. Donc, je vais vous donner un exemple. Il faut que j'ai une vision à court terme pour regagner le gain de confiance avec les populations plus à risque. Okay. Mais il faut aussi que j'ai une vision à long terme. Quand je parle de changement de culture, je parle du système. Et ça, c'est important, les gens qui nous écoutent. Changer de système, c'est ça qui va nous amener vers un succès. Je vais donner un exemple. Comment ça se fait que dans tous mes processus de recrutement, de promotion et dans les évaluations de rendement, j'ai rien qui me souligne tout l'aspect racisme, discriminatoire. Est-ce que vous avez les bons comportements? Est-ce que vous avez les bonnes compétences dans ce domaine-là? Rien. Je lisais le rapport de Frédéric Boiron, qui avait fait des recommandations. Il avait été engagé par le SPVM. Il y avait une dizaine de recommandations. Puis je disais ça. Je n'étais même pas à Montréal. J'étais à Longueuil. À Longueuil à l'époque. Et je disais ça, je dis, waouh. Puis à Longueuil, j'avais changé tous les critères. Oui. Puis là, je voyais ça, je dis, mais il a raison. Mais je ne savais même pas. Fait que j'ai annoncé le 22 juin, c'est sûr que le rapport de M. Boiron, je vais le scruter à la loupe et je vais aller dans ce sens. Donc, changeons les critères. Entre-temps, ce rapport, les deux qu'il a fait, on les a gardés et on s'en est pas servi. Vous n'étiez pas là, OK. J'étais pas là. D'accord. Oui, vous voulez changer la culture. Et le système. Et le système. Je reviens sur le rapport. Oui. Le rapport nous fait comprendre que votre prédécesseur, vous-même, n'arrêtez pas, vous l'avez reconnu, qu'il y a un problème de racisme systémique. Mais les policiers interrogés dans leur majorité... Oui, ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas. Ouais. Et ni même de profilage racial. Et pourtant, les chiffres sont là. Il y a un gros paradoxe. Mais soyons honnêtes. Oui. J'irai dans le milieu des infirmières, dans le milieu scolaire, dans le milieu... On va prendre des exemples. Y a-t-il quelqu'un, consciemment, candidement, qui va dire oui, c'est vrai, je suis raciste? Même si je ne comparerais pas les policiers aux infirmières. Non, je ne veux pas. Par rapport à ce que... Oui, à l'uniforme, je suis d'accord. Oui. Mais c'est parce que vous voulez qu'on soit franc. Oui. Je veux qu'on soit franc. Qui va me dire, oui, je suis raciste puis j'ai des préjugés? Il n'y a personne qui va dire ça. Même pire, c'est exactement ce que le rapport dit. La plupart vont dire, mais non, j'en fais pas. Quand il y a une prise de conscience, par contre, lorsqu'il y a une rencontre dans le milieu, je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais à Longueuil, un moment donné, j'ai envoyé mes policiers dans une immersion. Des policiers, ce n'est pas des recrues. À Montréal, on va se concentrer sur des recrues, pas parce que je ne veux pas aller au niveau des personnes, mais, oui. mais attention, parce qu'on est à moins 30% d'effectifs. Je ne peux pas faire sortir. Oui, je veux revenir sur ce point-là parce que j'ai vraiment du mal à comprendre. Mais allons-y, finissons d'abord avec l'immersion à Longueuil. Immersion à Longueuil, c'était des policiers d'expérience qui ont 15-16 ans d'ancienneté. Je les ai envoyés dans la communauté. Puis ce n'étaient pas des policiers nécessairement ouverts. Hein. Ça allait passer une journée au complet, une soirée dans une maison d'une dame congolaise. Puis dans la dame congolaise, le policier dit « Ah oui, nous, là, madame, là, vous, ce que vous vivez en arrivant, c'est pas grand-chose. Nous, on vit l'enfer. » La dame congolaise le regarde. Dit « Toi, tu vis l'enfer? Viens avec moi. »
Elle le fait rentrer dans la chambre, dans la deuxième chambre. Il y a 7 lits. 7 enfants, 7 viols. Quand le policier le regarde, il peut avoir des préjugés conscients, inconscients, des stéréotypes. Il est sorti de là, il shaké. Il dit, là, il la regarde, il dit, Madame, respect, je m'excuse. Je m'excuse. Ça, là, c'est ça qui me donne espoir. Vous me parlez d'espoir? C'est ça qui me donne espoir. Je sais très bien que quand l'humain et l'humain se rencontrent ensemble, en dehors de la fonction de l'intervention, on est complètement ailleurs. Vous voulez changer la culture, vous voulez changer le système. Alors, une décision récemment, et là, un rapport où j'observe de refus. Et je m'explique. Oui, allez-y. Je vais avec la décision du juge Hiergeau. Interception. Oui. Là, c'est pour que pour ceux qui nous regardent comprennent bien, au volant. Au volant. Et je vais paraphraser la décision. Oui. Il souhaite que ces interceptions s'arrêtent, notamment pour des populations en souffrance. On revient sur les chiffres où il y a plus de Noirs, plus d'Autochtones, plus d'Arabes, bref, les racisés qui sont interceptés du fait de leur apparence. Oui. Et c'est ça qu'il souhaite que vous stoppiez. Bon. Pour le moment, vous êtes en appel. Je ne sais pas si vous voulez en parler ou pas. Je suis allé à la cour. Voilà. Je suis le seul directeur qui est allé témoigner à la cour. D'accord. Mais, M. Daguerre, pourquoi? Bon. Je vous explique. Oui, premier point. Pourquoi? Oui, pourquoi? L'outil d'interception, bon, comment l'expliquer? Et c'est important que les gens le comprennent. Puis je vais me permettre, surtout à nos jeunes et aux parents, de transmettre un message. Permettez-moi, OK? Non, allez-y. Tant et aussi longtemps que l'interception est acceptée, encore ici au Québec, donc avec l'article 636, s'il vous plaît, lorsqu'un policier vous intercepte pour des vérifications de routine, s'il vous plaît, identifiez-vous la personne au volant. C'est un droit. C'est un droit, c'est un pouvoir policier. Okay. J'ai tellement peur qu'un événement malheureux arrive, parce qu'aux États-Unis, je vois des événements qui me font très peur, je ne veux pas que ça arrive à mourir. Par amour, je le dis. Okay? Le policier qui vous intercepte pour une vérification de routine, il a le droit. Et vous devez lui remettre les documents, les informations qu'il a besoin. Le passager à côté, s'il porte la ceinture, je peux lui poser une question, il a le droit de ne pas répondre. Le passager, c'est important. Il a le droit de ne pas répondre. Il a absolument le droit de ne pas répondre. Le passager en arrière, qui porte la ceinture, a le droit de ne pas répondre. Le policier peut poser la question. Et le citoyen peut décider, non, je ne te réponds pas, j'ai une ceinture sur moi, tu n'as pas le droit t'as pas le droit, je peux ne pas te répondre. Donc, je veux juste clarifier ça. Mais celui qui conduit doit s'identifier. Parce que là, parfois, je vois des événements avec des amis des communautés arabes ou ivoiriennes. Il dit, Fadi, il n'a pas le droit. Je dis, non. Il a le droit de t'intercepter. Tu dois donner tes papiers. Parce que quand ça commence à chauffer, et là, ça monte pour rien. Puis finalement, ça devient une entrave à l'agent de la paix, une arrestation pour rien. Bon, je refais la parenthèse. D'accord. Quand je suis allé à la rencontre du juge Hiergeau, ce que je dis au juge Hiergeau, monsieur Hiergeau, maître juge, vous êtes en train de vouloir interdire un outil. Le problème, c'est qu'il est mal utilisé par nos policiers, dans certaines circonstances. C'est comme si vous touchiez à ma ceinture de police. J'ai une arme, j'ai un taser, j'ai un poivre de Cayenne, j'ai un bâton télescopique. Aujourd'hui, vous me dites, le bâton télescopique, là, je te l'interdis. Oui, OK. Est-ce que ça va changer mon comportement? Nommez-moi un endroit où l'interception aléatoire a été enlevée et que ça a amélioré les relations de profilage racial avec les communautés. Un endroit. Non. Rapport, non. Je vous le dis, il n'y en a pas. Okay. Pourquoi? Parce que les gens touchent, et c'est pour ça, moi, ça m'interpelle. On a plus de 1400 à 1500 interventions pour le côté aléatoire, c'est pour le permis de conduire, l'alcool et la drogue. Okay. 1000 à 1400, je n'ai pas les chiffres exacts, on a pu éviter des événements malheureux où la personne avait consommé. Ce que je suis en train de dire,
c'est que encore une fois, puis je veux pas parler, parce que là, ça a l'air que ce que j'ai dit frustre énormément le milieu, les chercheurs, lorsque je dis que c'est un geste symbolique. Ce que j'essaie de te dire, c'est que vous enlevez un outil, vous l'interdisez, et tout à coup, c'est comme si je suis vacciné, j'ai plus de préjugés. Non, mais franchement, on peut-tu être honnête? On touche à quelque chose qui est l'outil, mais tout le reste reste pareil. Ben oui, c'est pour ça qu'on règle le racisme systémique. C'est comme ça qu'on va le régler. On enlève les outils. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver un autre moyen bifurqué pour pour arriver à leur fin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour moi, en tout cas. Oui. Pour moi, pourquoi je me tiens debout, très serré là-dessus, Oui. c'est que et j'ai dit aux communautés, avant le rapport, je suis allé rencontrer tous les groupes et je leur ai dit, le moratoire, ça n'a pas donné, pour moi, on est en train on est dans le crémage. En dessous de l'iceberg, c'est les causes que je vais travailler. Alors là, vous parlez du moratoire que Ils ont proposé un des 8, et en plus, les chercheurs, ils ont dit moratoire et 7 ou 8 recommandations. Oui. J'ai dit, je vais suivre toutes les recommandations. Sauf le moratoire. Sauf le moratoire, parce que le moratoire, je l'enlève, c'est pire même. Bon, je mets un moratoire. Mais le moratoire, M. Fadi Daguerre, le moratoire portait sur ce que vous appelez l'effet observable, l'interprétation du policier. C'est là où les chercheurs vous ont dit il faut un moratoire. Ben, moi, je vous dirais ce que quand j'ai vu le rapport, et j'ai fait une sortie dans la presse récemment où j'ai dit je suis totalement ouvert à revoir la politique d'interpellation, et mieux que ça, je vais la faire avec des gens à l'interne, mais aussi avec la communauté. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'article où j'ai dit que je serais ouvert à faire à revoir la politique, pas juste dans la famille policière, à l'interne, mais aussi rencontrer les leaders de la communauté, dire voici un peu qu'est-ce qu'il y en est, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce que vous en pensez. Et avec eux, co-construire la nouvelle approche, parce que même les gens nous ont dit, Monsieur Daguerre, on ne veut pas vous interdire de faire des interpellations, mais arrêtez de les faire en disant que vous avez rencontré les communautés, les leaders de la communauté, porte-parole, qui vous ont dit, bon, finalement, on comprend que vous ne gardiez pas le moratoire. Oui. Elles ont basé leur compréhension de votre geste, elles l'ont basé sur quoi? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Parce que même les communautés culturelles, les aînés, les femmes, ont dit, Monsieur Daguerre, on comprend que vous devez interpeller parce qu'il y a le sentiment de sécurité ou d'insécurité, il est présent présentement à Montréal parce qu'il y a eu plusieurs fusillades. Puis, et j'ai dit dans ma sortie, attention, ne me donnez pas des propos que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire interpellation, on arrête l'interpellation, la violence armée va augmenter. J'ai jamais dit ça. Okay. Ce que je dis par contre, quand j'ai rencontré les groupes, je dis, l'interpellation, là, c'est venir en aide aussi. C'est des personnes en santé mentale. Exemple, le village gay. Savez-vous que je suis allé récemment en train de marcher le village gay, je suis allé souper là-bas. Les commerçants sont venus me voir et me disent, Monsieur Daguerre, en civil, pourriez-vous dire à vos policiers d'aller parler aux gens? Pourriez-vous dire à vos policiers d'aller demander aux gens qu'est-ce qu'ils font là? S'il vous plaît, vous marchez, vous n'osez même pas parler à l'itinérant qui est là ou au commerçant qui vous demande de faire de quoi avec telle personne qui est intoxiquée parce que vous marchez sur des œufs. Alors, quand on me dit le moratoire, moi, là, on me dit police proactive, police prédictible. Je demande à mon policier, elle va voir la personne, interpelle-la pour voir qu'est-ce qu'elle fait dans le coin. Pas qu'est-ce que tu fais là, toi? Comme si j'étais exclu en partant. Un noir à Westmount, un policier baisse la fenêtre, qu'est-ce que tu fais là, toi? Allô? Non. Il peut très bien habiter là. Par contre, bonsoir monsieur, allez-vous chez vous? Que faites-vous dans le coin? On peut-tu avoir des explications? Ça, tu peux poser la question à n'importe qui. Même vous, si vous êtes chez vous, dans la ruelle en arrière, il est 2 heures du matin, vous voyez la personne, elle fait rien. Là où je rejoins plusieurs groupes communautaires, c'est les faits observables. Oui. Et ça, franchement, je pense qu'on doit travailler là-dessus. On doit travailler là-dessus pour mieux encadrer c'est quoi les faits observables. Parce que des milieux m'ont dit, Fadi, tes faits observables, tu n'as aucune assise. Oui. Bon. Ça, je suis prêt à le regarder. Parce que juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien,
Les motifs raisonnables, Mhm. c'est vraiment pour une interpellation avec des motifs raisonnables, c'est qu'il y a un acte criminel qui est en train de se commettre ou bientôt. Des Ça, c'est soupçons. parti. Ouais, Ouais. soupçons. Après ça, des soupçons raisonnables. C'est dans l'environnement dans lequel il est, on a des informations criminelles. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc, il y a quelque chose, encore plus de viande autour de l'os. Ça, c'est ce que vous demandent, par exemple, des groupes. Des groupes qui nous demandent qui de vous demandent. rester là-dessus, Oui. ça, c'est l'aspect légal. Les faits observables, c'est comme si c'est un fourre-tout pour eux. Puis là-dessus, je vous avoue que je vais réviser. Je vais réviser la politique pour m'assurer que, est-ce qu'on garde les faits observables ou on s'en va ailleurs? Ça, je vais l'ouvrir et je vais le regarder. Vous savez, il y a une chercheure qui a dit, vous avez donné des explications, mais je veux quand même lire ce qu'elle vous Oui. dit, parce que vous parlez d'enlever un outil et que ça n'a rien changé, mais elle vous dit, avec votre décision Oui. de ne pas appliquer, le SPVM voit le racisme, c'est un peu comme si le SPVM nous dit, on voit le racisme systémique, la discrimination, mais nous allons continuer quand même de l'appliquer pour faire la Mais discrimination. ce que je réponds à cette personne-là, c'est que je n'ai pas dit que je vais continuer à l'appliquer de la même manière. Oui. Parce que je dis, je suis très ouvert. Premièrement, les 7-8 recommandations. Mhm. Et c'est une des chercheuses du rapport? Oui, Ouais. non, non, elle a vu le rapport. Complètement, Oui, ok. tout à fait. Mais moi, ce que je dirais, c'est que sur les 7 recommandations ou les 8 recommandations, je vais toutes les suivre. Il n'est pas question pour moi que dans un an ou deux, on se regarde, puis je vous dis, oui, oui, j'ai gardé l'interpellation, puis c'est la même. Ça m'a fait plaisir de vous avoir rencontré. Non. C'est sûr et certain que la politique d'interpellation va être revue, elle va être corrigée et elle va être vraiment mieux encadrée. Mais encore une fois, toucher à l'outil sans toucher à la cause. Ce n'est pas vous qui l'avez dit, mais en 2020, lorsqu'il y a eu la politique d'interpellation, on nous disait déjà ça va changer. Hein. On est en Oui, ça n'a pas fonctionné. 2023, ça n'a pas fonctionné. Oui. Je vais me permettre de vous reposer une question. Oui. C'est dans le sens où je vous l'avais déjà posée. La décision des chercheurs, du moins celle de vous demander un moratoire sur les faits observables, vous avez décidé non, de ne pas l'appliquer cette recommandation. Puis je vous avais posé la question de savoir en quoi est-ce que la simultanéité entre appliquer le moratoire et faire vos changements de structure, vos changements de culture, en quoi ça ne pouvait pas fonctionner ensemble? Je vais vous donner un exemple. Demain, on met le moratoire. Oui. OK. Dans un mois, on a une recrudescence de détruction par effraction dans des quartiers. Même pas de la violence. Oubliez la violence armée, OK? On a une recrudescence de vol de véhicules. Ça monte en flèche. On a 2-3 crimes qui sont en train de monter. Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont demander? Et quel lien les gens vont faire? Non, vas-y. Non, on va sûrement dire que la police n'est pas présente. Et la police n'interpelle pas. Depuis le moratoire, la police, c'est exactement ce qu'ils disent à Toronto. Attendez juste un instant. Oui. Et là, le piège, et c'est exactement un piège stéréotypé dans lequel moi je ne veux pas tomber. On va dire, mais M. Daguerre, la pression monte. M. Daguerre, vous avez mis le moratoire, depuis que vous avez mis le moratoire, la pression monte. Et pourtant, il n'y a même pas de cause à effet. Oui. Mais là, ils vont me dire, mais remettez l'interpellation. Donc moi, ce genre de... Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand en Nouvelle-Écosse, ils ont mis le moratoire sur l'interpellation, ça fait, monsieur, 3 ans. Ça n'a pas changé. Rien n'a changé. C'est symbolique et les gens seraient contents que je dise oui au moratoire. Mais si les gens travaillent vraiment foncièrement sur les causes, ils vont comprendre là où je m'en vais. Prends l'interpellation, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas bien montée, corrige-la. Corrige-la. Je vais vous donner un exemple. J'ai une escouade, et je l'ai mentionné lors de la conférence de presse le 22 juin. J'ai une escouade au SPVM qui s'appelle Arrêt. C'est une escouade d'environ une quarantaine, cinquantaine de policiers qui travaillent toujours sur le terrain en interpellation et en intervention. Savez-vous quoi? J'ai presque aucune plainte. Aucune plainte. Pourquoi? Ils ont un coach en interpellation avec eux. Ils ont des directives, des encadrements très serrés, puis les personnes travaillent dans un cadre serré. Et j'ai mentionné, ça commence à être intéressant pour moi, pour voir pourquoi eux, ça fonctionne, et ailleurs dans mon organisation, ça fonctionne moins bien. Donc, je veux prendre cet exemple-là, et je vais m'en inspirer pour corriger un peu partout,
parce que ça va fonctionner, je vais essayer. Et je vais la co-construire avec. Mais le moratoire, pour moi, ça fonctionne à des endroits où j'ai aucune plainte. Donc, c'est un problème de pratique et non pas le problème de l'outil. Dans votre vision, vous avez deux axes où j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots. C'est l'immersion et le recrutement. Sur l'immersion, vous avez eu de grands succès à Longueuil. Ça, c'est ça qui a aussi fait votre réputation. Vous arrivez à Montréal, plus gros service, et vous dites, bon, on va pratiquer l'immersion. Et quand vous l'annoncez, tous les observateurs et ceux qui surveillent le travail de Paul, regardent un peu, et observent. Donc, ouais, les observateurs. Ça surveille la police. Non, oui, mais non, mais c'est bon. Il faut surveiller la police. On va s'en reparler de ça. Oui, non, on doit quand même surveiller il faut, la police. Pas quand même. Il faut surveiller la police. Il faut surveiller la police. L'immersion, tout le monde vous tombe dessus parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'immersion, ça va être seulement pour les recrues, alors que là où nous avons, je reviens à ma question du début, avons-nous un problème avec notre police? C'est ceux qui sont déjà sur place. À Longueuil, vous prenez une personne, un agent, que vous emmenez voir une dame qui ressort de là et est complètement changée. Pourquoi vous avez exclu les licenciés? Excellente question. Je suis content que vous l'abordiez. C'est uniquement statistique. Je vous explique. À Longueuil, 8-9% de taux d'absentéisme. Donc, en moyenne, dans une organisation d'à peu près 1000 employés de Longueuil, 8 à 9%, vous pouvez vous permettre de sortir des patrouilleurs de la route et les envoyer 5 semaines en immersion. On peut se le permettre. Parce qu'il y a quand même une rotation. Je n'ai pas besoin d'avoir du temps supplémentaire obligatoire tout le temps. On peut se le permettre. Premier constat en arrivant. Moins 20 à moins 30%, même à Côte-des-Neiges, j'ai moins 34% de taux d'absentéisme. Les policiers, à Montréal, présentement, c'est du temps supplémentaire obligatoire continu. Ça veut dire, vous finissez votre chiffre de travail à 3 heures de l'après-midi, vous savez que vous ne rentrez pas à la maison. Okay. Vous faites un double. Comment je peux faire sortir ces policiers-là pendant 4 semaines? Comment je peux le faire? Il n'y a pas une formation que je peux me permettre, à part un jour ou deux. 4 semaines, je ne peux pas me le permettre, statistiquement parlant. Pourquoi il y a un taux d'absentéisme? Ah, mon Dieu, c'est tellement complexe. Montréal, il fut des années où le SPVM fut très attirant. Et je vous avoue candidement que l'attraction pour venir au SPVM depuis plusieurs années n'est plus la même. Et les gens choisissent d'autres corps de police. Les gens choisissent pour la pression sociale, pour la pression médiatique, pour le coût de la vie, pour le transport. Le salaire, les salaires étaient très, très bas. 36 000 $ pour un policier qui va travailler jour, soir, nuit, à risquer sa vie. Et à côté, 52 000 pour commencer. 36 000 pour commencer. Le gars va dire, je peux travailler à Laval ou à Longueuil. C'est une grande ville quand même, très intéressant, multiethnique et tout. Puis j'ai 15 000 en partant, 15-17 000. Donc c'est difficile d'attirer. Mais là, on a trouvé des solutions. Mais là, j'ai ma question. Les recrues vont venir combler vos 30% d'absence. Oui, mais... Et pourquoi? Mais attends. Oui. On va dire les vraies choses. Oui. Je commence à recruter. Vraiment, je commence à peine là à recruter du net. On va dire du net. Présentement, on a 220 en général par année départ à la retraite et une trentaine de démissions, donc 250. Je prévois faire entrer 275 à 280. Je fais tout ça là pour 25 à 30 recrues pour l'île de Montréal. 25 à 30 recrues, est-ce qu'ils vont combler moins 30%? Il me manque environ 500 postes vacants. Donc, ce que j'ai dit, donnez-moi 2-3 ans. Une fois que j'ai comblé tous mes postes vacants et je suis retombé de 25-30% à 8%, mais vous pouvez être certain que je vais rencontrer des patrouilleurs sur la route et les amener en immersion. Mais je ne peux pas me le permettre. Moralement parlant, sécuritairement parlant, je ne peux pas me le permettre présentement. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas. Au contraire, j'ai déjà même la séquence qui s'en vient. Là, c'est les recrues. Pendant 3-4 ans, je vais m'assurer que tout est recru. Puis, savez-vous quoi? Tantôt, je vous ai parlé de la vision à court et à long terme. En 5-6 ans, je compte recruter 2000 policiers.
C'est 2000 policiers sur 2500 patrouilleurs. C'est 80%. Pensez-y, pensez-y. Vous puis votre famille, là, dans 5 ans, vous allez avoir 2000 policiers qui ont été contaminés, dans le bon sens du mot, par une immersion obligatoire. En passant, ratio policier-population, Montréal est la ville où il y a le plus de policiers. Et là, vous dites que vous allez en rajouter. Non, je vous ai en train de vous parler. Oui. Et j'ai des postes vacants. Oui. Je ne rajoute pas plus. Oui. Mes postes vacants, il y en a 500 à 700 même. Il faut vraiment que je les compte, ces postes vacants. Je ne suis pas en train de dire, je veux 700 policiers de plus. Je suis en train de dire, je vais arriver juste kiff-kiff. Mais une fois que j'arrive à faire ça, premièrement, j'aurais contaminé 2000 nouveaux policiers dans la culture dans laquelle je vais les amener. Je les aurais aussi sélectionnés en critères de sélection dans la culture dans laquelle je vais les amener. Donc, dans 5 à 10 ans, je sais qu'il y a une contamination positive qui s'en vient. À la conférence de presse, j'ai parlé de patience. Mandela, là, il a passé 27-28 ans en prison. Quand il est sorti, il a fait la paix, puis il est devenu président. Quand je parle de patience, je suis pas con, je suis pas fou, je sais combien d'années ça va prendre. Et est-ce qu'il va y avoir des erreurs de ma part, de notre part à nous? Oui, ça va arriver. Puis ça va prendre des composantes de pardon et de patience de tout le monde. Parce qu'il va y arriver des événements. Mais je commence avec les recrues. Après ça, la séquence. Le coach dans le véhicule. Parce que quand un policier arrive... Interpellation. Non, le coach, mais le policier qui travaille avec la recrue, D'accord. lui aussi va aller dans l'immersion. Okay. Après ça, les sergents, les commandants, eux aussi, il y a une séquence qui s'en vient. Mais là, je peux pas. Sur le recrutement, il y a 2 aspects. Vous voulez recruter un peu plus hors de ce qu'on appelle les bassins traditionnels de la police. J'ai vu le terme. Un mot rapide là-dessus, ça veut dire quoi, hors des bassins traditionnels? C'est pas compliqué. Ça fait 35 ans, 33 ans ou 35 ans que le SPVM recrute 26 minorités visibles par année. 26. 26. Oui. Je pense qu'on est à 7%, 7 ou 8% de minorités visibles, tandis que Montréal, on est à 35-40%. Oui. On n'est pas du tout le miroir de la société québécoise montréalaise. Donc, ce que j'ai demandé au gouvernement, et vraiment, le ministère de la Sécurité publique m'ont impressionné là-dessus. Il dit, M. Daguerre, on va vous donner 131 postes. Pas 26, 131 postes. Pour minorités visibles et des gens avec un passé atypique, c'est-à-dire plus social, relationnel dans le milieu communautaire, ou des travailleurs de rue, travailleurs sociaux. Parce que le type d'appel du 911 que nous recevons dans les interventions a vraiment totalement changé. Il y a une mutation vers des styles d'appel qui n'ont rien à voir avec le code criminel. Donc, le 131 postes, là, je peux vous dire, je n'ai pas tous les chiffres devant moi, mais on a déjà, au lieu de 26 minorités visibles, je pense qu'on se dirige à environ, sur les 131, 60 à 70 minorités visibles et peut-être une cinquantaine avec un profil social. J'ai déjà doublé. Et eux vont entrer en septembre 2024. Donc, le profil et le portrait des futurs candidats qui rentrent, sur les 350 que je prévois en 2024, j'en ai 131 avec un profil totalement différent. En espérant que la culture qu'on retrouve dans les tréfonds du... Oui, et que amène un changement. Mais oui, puisque il y a ce côté-là, mais aussi le service à la population. Oui. Parce que moi, en ayant des personnes avec un passé, une trajectoire plus sociale, ben lors des interventions policières, ces gens-là, un jeune ou une personne d'une trentaine d'années, déjà il y a 10 ans de maturité, 20 à 30 ans, 10 ans de maturité, 10 ans d'expérience sur le terrain, dans une maison de transition. Mais ce jeune-là ou cette jeune-là, qui va devenir policière, lorsqu'elle va intervenir sur le terrain avec des jeunes, elle saisit les codes déjà. Elle n'a pas besoin d'un cours. Donc, elle va venir complémenter le parcours de l'autre policier qui est plus traditionnel. Les deux, j'en ai besoin. J'ai besoin du mariage des deux. L'un n'est pas plus important que l'autre, mais par contre, les deux sont nécessaires maintenant. On va bientôt, on tend vers la fin de notre entretien, monsieur Daguerre. Oui, déjà, ça passe très vite, je sais. Il y a tellement mais je vais revenir. De questions, avec plaisir. Mais je ne peux ne pas vous interroger sur une actualité. Oui. On va dire qu'elle est loin de chez nous, mais il y a une espèce de proximité. La France vous parle-t-elle en tant que chef de police? Elle me parle tout le temps. Tellement, ça me fait tellement peur. Tellement peur.
Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas, on parle de l'événement où le jeune Naël s'est fait tuer par le policier. Oui. Je précise à bout portant. C'est important que les gens ne soient pas un tir lointain. Non, direct. Portant, ouais, ok. Je sais pas, est-ce que je peux présentement faire le même parallèle avec Floyd et l'autre événement de Memphis tout récemment? Je ne sais pas si je peux faire le même parallèle parce que je ne me suis pas penché sur toute la technique de l'intervention, mais ça me fait extrêmement peur. Extrêmement peur de perdre le pouls de nos jeunes, d'être loin d'eux, d'être... Et je suis allé à Paris à plusieurs reprises. Hein. Je suis allé en France pour des conférences sur l'approche policière qu'on avait mis à Longueuil. Puis parfois, j'ai l'impression que je parle à des extraterrestres. Je suis un extraterrestre. Et là, il me dit, non, en immersion, c'est quoi ça, immersion? Non. On n'a pas à s'immerser chez eux. C'est eux qui doivent comprendre la République et les forces policières. Là, je les regarde, je dis quoi? C'est parce que si tu n'as pas de légitimité, tu n'as rien. C'est ça qu'on voit maintenant. Le lien de confiance, la légitimité policière en France, elle est vraiment mis à difficulté. Et moi, ça me fait très peur. Et d'ailleurs, ce genre d'événements qui sont arrivés aux États-Unis, qui arrive présentement en France, me permet justement de mettre des choses en place afin d'éviter qu'un jour on se rend là. Ça me fait très, très peur. Mais ça c'est né de, vous venez de le dire, cette incompréhension qu'il y a entre le corps policier et la population. La distance. La distance. Mais aujourd'hui, la proximité virtuelle, je pense, c'est vous qui avez sorti ce terme-là, où on a un téléphone, on voit tout ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de mimétisme? Mais c'est ça qui m'inquiète, c'est que le jeune d'ici, qui a son cousin à Marseille, ou son cousin à Paris, voit ce qui se passe là-bas, lui, il le ressent comme si ça arrivait chez lui, ici. Oui. Et du coup, quand il sort, il se sent interpellé. Donc, l'événement de là-bas devient comme si c'était un événement ici. C'est pour ça les multiplications avec le milieu communautaire, le milieu racisé, le milieu des institutions où la police doit être assise là, en humilité au même niveau. C'est ça qui va être garant du futur, quand on va commencer à être avec le jeune dès l'âge de 8 ans, 10 ans, 12 ans. Parce qu'il faut faire attention de ne pas tout lancer les pierres à la police française depuis toujours. Rappelons-nous d'où on vient. La police de proximité, il fut un temps, dans les années 90, sous Chirac, et après, Giscard d'Estaing et Chirac par la suite, la police de proximité, l'endroit où ça fonctionnait le mieux, était en France. La police, ils appelaient ça j'oublie le terme, et nous, moi j'étais rendu policier en 92, on allait s'inspirer. Et depuis les années 2004-2005, des événements avec M. Sarkozy qui a dit « c'est pas vrai que mes policiers vont jouer avec les racailles au football ». Barrière. Et là, ça a commencé. Les pilotiers, voilà. Ils les appelaient les policiers pilotiers en France. C'était vraiment efficace. Donc, en faisant attention, j'espère que la police française et l'État français vont retourner doucement vers cette police à pied, de proximité dans les quartiers. D'ailleurs, dans la nouvelle convention collective au SPVM, j'ai insisté pour qu'on ait la nouvelle escouade de policiers à pied dans la communauté. Donc, que ces policiers-là aillent à la rencontre des jeunes. Monsieur Daguerre, où étiez-vous le 4 novembre 2008? Vous vous rappelez? Est-ce que c'est la nomination d'Obama? Oui. Eh, mon doux, j'étais à la maison. Et mon papa m'a appelé. J'étais commandant de Saint-Michel, mais j'étais à la maison. Mon papa m'a appelé. C'est drôle, vous posez la question. Je l'ai mentionné à un moment donné. Et mon papa m'a dit, Fadi, à partir de maintenant, tout est possible. À partir de maintenant, tout est possible. Pourquoi je fais référence à ça, Monsieur Daguerre? Vous êtes le premier, et moi j'utilise l'expression qui est bien, le premier néo-québécois à la tête du service de police de la ville de Montréal. Il y a des attentes sur vos épaules, notamment ces populations, vis-à-vis de ces populations. Vous n'avez pas été nommé uniquement pour ça, mais il y a un espoir. On vous regarde, on vous observe, certains vous surveillent. Avez-vous conscience des attentes qu'il y a sur vos épaules, aussi bien en interne au SPVM que vers l'extérieur? Mais je pense que c'est ça le plus grand poids que j'ai sur les épaules.
c'est de risquer de décevoir. Parce que les espoirs, les attentes sont énormes. Et pour l'instant, il y a une forme de lune de miel dont je suis conscient et que je sais que je risque de perdre n'importe quand. N'importe quand. Un événement malheureux, comme en France, arriverait à Montréal, et là, c'est le test ultime. Et là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et je noue et je le souhaite absolument pas. Mais ça me fait, je suis craintif. Puis quand vous dites qu'il y a un espoir, les gens vous font confiance. On m'a même dit dans une réunion, je pense que vous étiez pas loin, Monsieur Daguerre, vous êtes sur la carte de crédit. Et je comprends le message. Et surtout, il aurait pu même rajouter, vous êtes sur la carte de crédit étudiant. La marge est très mince. Très, très mince. Et ça, je prends tout le poids sur les épaules. J'espère que il faut rapidement, très, très, très rapidement, remettre les ponts, rebâtir les ponts, les passerelles avec les diverses communautés. Pas parce qu'on est en crise, justement. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'un événement malheureux nous arrive et on n'a pas été assez ensemble longtemps. Je veux rebâtir, comme à Abidjan, l'esprit de village. L'esprit de village, pour moi, c'est pas juste les parents qui éduquent l'enfant. C'est le village qui éduque l'enfant. Le cousin, la tante, le professeur, le professeur de football, le professeur d'école, tout le monde s'occupe de l'enfant. Fadi, avec son équipe de police, peut faire une partie, mais Fadi ne peut pas le faire seul. Il faut que les partenaires soient avec moi, le gouvernement aussi. Mais éventuellement, il va falloir que cet esprit du village, on le remette en place. Moi, j'ai très, très, très grand espoir qu'on va réussir à le mettre en place. Mais ce que je crains, c'est que les événements malheureux, de part et d'autre, nous arrivent et nous éloignent. Et c'est là le gros test. Et si, dès les premiers grands événements malheureux, on se sépare, ben on aura échoué. Moi, j'espère que dans un événement malheureux, on reste soudés, malgré la douleur, si ça arrive, et qu'on essaie de passer en humilité et en reconnaissance. Vous allez voir, hein, je suis quelqu'un qui met un genou à terre si nécessaire. J'ai zéro ego. Fadi, là, j'agis comme directeur. Je suis pas directeur. Fadi, c'est Fadi. Il y a Fadi, le conjoint, il y a Fadi, le papa, il y a Fadi, le professionnel, mais il y a Fadi. Et ça, moi, je changerai jamais. Je mentirai jamais. Je dirai pas des affaires qui n'ont pas d'allure. Mais non, j'espère que on va pouvoir bâtir ce village-là parce que les Montréalais, on le mérite. Ouais, mais ça me fait peur, ouais. Beaucoup d'espoir, beaucoup de pression sur les épaules. Je voulais fermer, mais vous avez ouvert une porte. Prévention, répression, dans quel pourcentage pour Fadi Daguerre? 50-50. 50. Vraiment 50-50. Pour avoir une bonne répression, pour mériter la légitimité de faire une répression qui va être acceptée par la communauté, les communautés, toutes les populations, il faut qu'il y ait eu auparavant une excellente, impeccable prévention pendant des années. Je vous ai prévenu, j'ai fait de la prévention. T'as pas compris? Mais aujourd'hui, c'est terminé. Et là, je fais de la répression. Si vous faites de la répression sans jamais essayer de prévenir pour sauver avant, vous perdez toute crédibilité. Votre ville est sécuritaire, M. Daguerre? Comment? Oui, sécuritaire. Savez-vous que le mois de mai, je suis sorti et j'ai annoncé moins 30% des fusillades à violence armée, moins 30%. Aujourd'hui, si aujourd'hui on arrête le temps, et c'est le bilan de l'année, on est à moins 50. Moins 50 en 8 mois. 6 mois, 7 mois. Donc la ville est sécuritaire. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler, parler de votre vision, notamment vers les populations que j'ai mentionnées au début de notre entretien. Merci de vous être déplacé. Ça fait partie de ce que vous mettez en avant, d'aller plus vers les gens. Merci de vous être déplacé. Et puis, ça va faire un 6 mois que vous êtes en place. On se voit dans 6 mois prochains. Et on a 7 ans ensemble. Et on a 7 ans ensemble. Donc, on va se prendre un contrat de 6 mois, tous les 6 mois. Puis espérer que tout va bien se passer. Espérer que vous allez mener
Voilà, vous allez mener au bout vos différentes réformes parce qu'on en a besoin. Les populations en souffrance, je me permets Oui. de prendre la phrase du juge, fatigue, si je peux me permettre une familiarité. Et vous savez, une chose qui est certaine, à quel rythme que ça va changer et comment ça va changer et à quelle profondeur ça va changer, regardons, observons. Mais une chose que je promets à tout le monde qui nous écoute, ça va changer. Même si ce n'est pas vous qui voyez le changement, dans le sens, les fruits du changement que vous mettez en Et place. probablement, je ne verrai pas tous les fruits parce qu'en 7 ans, j'aurai réussi avec l'équipe autour de moi. Le système, lui, va changer. Donc, exemple, critères de recrutement, critères de sélection, de promotion, d'évaluation, immersion. Tous ces systèmes-là vont être mis en place dès les prochains mois, les prochaines années. Donc ça, je suis convaincu qu'on va avoir une approche, un profil différent. Les gens vont le sentir dans 4, 5, 10 ans. Peut-être je ne serai plus là, mais j'aurais laissé ça comme héritage. Merci beaucoup. Merci à vous.